Phil. Merci, Frank. Merci. On commence ça comment? J'ai grandi dans Hochelaga, puis c'est un endroit qui est super significatif pour moi. Toute ma famille, on était sur la même rue. Mes grands-parents, Madeleine puis Roger, ont pris le peu qu'ils avaient pour réussir à s'acheter un petit duplex. Mon père a acheté la maison à côté. Ma tante s'est installée en face, donc on a toujours été tous très proches. Mes plus beaux souvenirs, moi, ils sont là. Je repense au moment où j'étais dans la ruelle en arrière, puis j'attendais mon grand-père qui revenait de travailler de la shop avec sa petite boîte à lunch en métal en dessous du bras, puis son paquet de cigarettes sur l'épaule. Puis ma grand-mère qui me prenait par la main pour m'amener à l'école, puis me ramener le midi, puis le soir. J'ai passé énormément de temps, moi, chez mes grands-parents quand j'étais petite. Chez nous, il y a eu des moments plus difficiles, puis chez mes grands-parents, c'était mon port d'attache. Puis j'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Elle a arrêté de travailler à l'usine pour s'occuper de moi. Donc là, elle faisait de la couture à la maison, dans le sous-sol. Elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris la gentillesse. Elle m'a appris à aimer le monde. Elle m'a appris la combativité aussi. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement fort. Elle était tout petite en hauteur, mais elle occupait tellement d'espace avec tout ce qu'elle dégageait. Ça marche comme ça. Faut que tu regardes la caméra en même temps. Branche-toi de siège comme ça. Ils sont mariés à Montréal. Ma grand-mère a habité 37 ans dans la maison ici. Ils l'ont acheté à la fin des années 70, avant ma naissance. Ils étaient très pauvres, mes grands-parents, puis ils ont travaillé extrêmement fort pour sortir de la pauvreté qu'ils avaient connue chacun dans leur village. Fait que quand ils se sont achetés la maison ici, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est mon grand-père dans sa chaise berçante en haut. C'est la maison, je pense, où j'ai été le plus heureuse. Quand mon grand-père est mort, ma grand-mère est restée seule dans sa maison pendant plusieurs années. Puis un jour, elle a eu un diagnostic de Parkinson. Il y a eu une période, une lune de miel, où il n'y avait pas de symptômes. Puis à un moment donné, elle s'est mise à avoir des épisodes de confusion, où peut-être 2, 3 nuits, elle a appelé ma tante en se demandant « Je suis seule chez nous, c'est-tu correct? » Et là, la décision a été prise qu'elle déménage dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Je savais que ma grand-mère, elle voulait pas quitter sa maison. Elle était bien chez elle. Moi, ce que je proposais, c'était de la garder à la maison puis d'engager de l'aide. Le déménagement a eu lieu, puis ça s'est pas bien passé. Après juste 2 semaines et demie dans la résidence, elle a eu une chute de pression. Elle s'est retrouvée à l'hôpital Maisonneuve en face. Puis elle n'est plus jamais ressortie. Les images que vous voyez à l'écran sont troublantes, mais c'est devenu presque du quotidien de voir ces employés du transport funéraire venir, notamment ici à cette résidence CHSLD, récupérer malheureusement des corps, des dépouilles. L'endroit où ma grand-mère serait allée si elle avait été en CHSLD, c'était un des pires foyers d'éclosion dans Hochelaga. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée du documentaire. Parce que je me disais que je voulais qu'aucune famille ait à revivre ça. Ma grand-mère Madeleine est morte en 2017. Pour toujours, elle va rester l'un des plus grands, l'un des plus beaux, l'un des plus puissants amours de ma vie. Sa mort, je ne m'en remettrai jamais complètement, je pense. Ce que je vais vous dire maintenant, je n'aurais jamais, jamais imaginé penser ça un jour. Ma grand-mère est morte. Et ce matin, je trouve que c'est la meilleure chose au monde. J'aimerais vraiment ça,
apporter ne serait-ce qu'une petite contribution pour essayer de faire changer les choses puis faire en sorte qu'on les écoute, nos vieux. La première étape, c'était de regarder ce qui s'était passé chez nous puis d'aller parler avec mon père. Je voulais comprendre pourquoi, dans le cas de ma grand-mère, c'est la décision de déménager qui avait été prise. Pourquoi il n'y en avait pas d'autre option pour nous? Si j'y avais évité le choc du déménagement, peut-être que j'aurais évité sa chute. Le chalet à Yamachiche, c'était vraiment le repère familial. Moi, je passais tous mes étés là avec mes grands-parents, puis il y avait toujours du monde. C'est vraiment un endroit où il y a eu que du beau. Je trouvais que c'était probablement le meilleur endroit pour parler de tout ça avec mon père. Vide-les dans la télé. On recommence. Il me semble que grand-père il a dû dire une coupe de baptême en ramassant des feuilles, hein? Non, non, il sacrait pas, il bénissait, comme moi. Moi, des fois, je canonise. Oui, toi, t'es canonné, c'est pas mal. Elle avait quand même 90 ans. Elle a dépassé 90 ans parce qu'elle se sentait plus capable de tenir maison. Et elle le savait. Fait que c'est là qu'elle en avait parlé à Carole, ma sœur, d'essayer de trouver un endroit pour la placer. Mais moi, le soir, quand j'allais puis j'étais toute seule avec, elle me disait qu'elle avait peur, puis qu'elle voulait pas y aller, puis elle avait peur que si elle faisait pas ça, que les gens qu'elle aime autour soient déçus d'elle. Est-ce qu'elle vous parlait de ça, vous autres, qu'elle avait peur? Non, moi, j'ai jamais parlé de ça. Comment ça se fait que moi, j'ai une version de l'histoire de ma grand-mère, puis que lui en a une autre complètement? Ce qu'elle me disait, c'était qu'elle voulait rester dans sa maison, mais qu'elle avait tellement peur de devenir un fardeau pour nous, sa famille, qu'elle acceptait le choix d'aller en résidence, mais que c'était pas ça son premier choix. Elle a arrêté de travailler à l'extérieur pour pouvoir s'occuper de moi quand j'étais petite. J'aurais pu, moi aussi, ralentir pour rester avec elle. Au nom de quoi je ne l'ai pas faite? Est-ce que ça aurait été un si gros sacrifice que ça? Faut que tu penses que toi, t'as ta vie à vivre, puis elle, sa vie à elle, elle l'a vécue. Toi, tu veux quoi pour toi? Quand ça va être le temps un jour? Pas de suite, parce que tu vas bien, mais à un moment donné, Je le sais pas. Je suis pas rendu là encore. tu veux vivre où? Je pense pas à ça encore. Moi, à la seconde où il me dit « je veux pas penser à ça », j'entends qu'il repousse cette idée-là parce qu'il est pas capable d'envisager de la quitter, sa maison. Mais on a fait ça à ma grand-mère. Quand c'est moi qui vais arriver là, de dire que je dois quitter la maison où je demeure actuellement, moi, me retrouver dans le même contexte intérieurement qu'elle s'est retrouvée. J'ai beaucoup de choses. C'est des choses que j'ai travaillé pour les gagner. Là, être obligé de me débarrasser de tout ce que j'ai, ça va faire mal. Si vous voyez que je suis capable de m'occuper de moi-même, placez-moi comme ça viendra. Je peux pas empiéter sur la vie d'un autre pour m'entretenir. C'est tout ce que je souhaite. Ce moment-là a percé sa carapace. Si c'est si important que ça, notre environnement, pourquoi on sort les personnes âgées de chez elles? Je prends toujours les typhones, moi. Puis j'aime ça, quand ils sont chauds de même, là, c'est les meilleurs, ça. Ils sont bons. Quand tu veux, il crache, là. Oui. Ça fait à peu près 40 ans qu'on est ici. Ça fait au-dessus de 60 ans qu'on est ensemble. Oui. En étant à la maison, ici, là, nous autres mêmes, on mange bien, tu sais. Comme le dimanche, tu sais, comme je dis toujours, ça sent le dimanche, j'ai toujours un rôti le dimanche. Je sors à tous les jours, je vais chercher la malle. On s'occupe, on s'ennuie pas. C'est comme un paradis. Ah. C'est bien simple, là. On essaie d'une belle vue tout le temps. On a eu 3 filles. On voudrait jamais être un fardeau pour eux autres. On a toujours pensé qu'on va finir nos jours ici. On est heureux ici. T'sais. Pourquoi aller s'encabaner dans quelque part? T'sais?
Mes couchers de soleil à tous les jours, on les regarde. C'est ça qui me manquera le plus. Mon beau coucher de soleil, c'est le lac Saint-François. Régent Hébert, c'était vraiment important pour moi de le rencontrer parce que c'est un des plus grands spécialistes en gériatrie. Puis je voulais savoir pourquoi, chez nous, au Québec, on sort les aînés de leur maison puis on les déménage dans des résidences. Nos grands-parents, qu'on appelle la génération silencieuse, puis je trouve que le mot est bien choisi parce que c'est des gens qui ne voulaient pas déranger. Alors que pour les bébés boomers qui suivent, qui sont les enfants de ces personnes-là, c'est des gens qui sont habitués de prendre des décisions. Et ils veulent faire le maximum pour leurs parents, puis de trouver le meilleur endroit pour que leurs parents aient une bonne vie. Il y a beaucoup de familles qui ont à cœur que leurs personnes âgées reçoivent les meilleurs services possibles. Mais on est dans un contexte où il y a rien que l'option institutionnelle, les résidences pour aînés. Et ça, c'est dramatique. Si au moins on avait le choix. Oui. Bien, tu connais mon histoire avec ma grand-mère, oui. Puis ça me bouleverse encore toujours autant maintenant. Est-ce qu'en la déménageant, on a causé sa fin? Quand on regarde les études qui ont été faites là-dessus, c'est clair que le déménagement, c'est sans doute le stress le plus important et le stress qui est associé à une perte d'autonomie dans les semaines et les mois qui suivent ce déménagement-là. Il y a souvent une option de rester à la maison qui n'est pas explorée de façon suffisante. Puis en fait, le contexte du réseau de la santé et des services sociaux au Québec ne le favorise pas non plus. On a tellement peu de soutien à domicile que c'est souvent une option qui n'est même pas envisagée. Et là, ce qui arrive, c'est que la famille est obligée d'organiser les soins, de gérer les soins, d'engager du personnel, d'essayer de talonner le CLSC pour avoir le plus de services possible. Actuellement, il y a entre 15 et 20 du budget des soins de longue durée qui sont dévolus au domicile, alors que plus de 80 va à l'hébergement, ce qui est l'inverse de ce qu'on retrouve au Danemark, par exemple. La solution du soutien à domicile, c'est ce que les gens veulent, c'est là où les gens ont le meilleur bien-être, c'est là où les gens sont le plus entourés par leur milieu social, leur milieu familial. Mais malheureusement, au Québec et au Canada, c'est pas actuellement dans les priorités, dans les orientations gouvernementales. On peut toffer ça jusqu'où, notre système actuel de CHSLD? Bien, moi, je pense que ça va, d'ici quelques années, être insoutenable. Je pense que la majorité de la population, c'est pas le genre de vieillesse qu'ils souhaitent, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Mais on réalise pas que si on fait rien, c'est ça le genre de vieillesse qu'on va avoir. Ce que je voulais faire, là, de garder ma grand-mère chez elle, je le sais pas si notre société en ce moment m'aurait permis ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi ma famille a décidé que c'était probablement mieux qu'elle déménage, même si en quelque part ça l'a tuée. Tout dans notre système est fait pour qu'on place les aînés dans des résidences, dans des CHSLD. Mais pour ceux qui veulent rester chez eux en ce moment, pour la plupart, ça se peut pas. Là, ce que je réalise en fouillant et en faisant des recherches, c'est qu'il y a un service qui existe. C'est des conseillers en hébergement pour aînés. Regarde, ici, là, confiez-nous la recherche de votre résidence au Québec. C'est notre métier depuis 1988. Bénéficiez de notre aide gratuitement. Ils sont là pour me dire quelle résidence serait la mieux. Est-ce que c'est mieux peut-être de les laisser à la maison? Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est d'appeler ces gens-là pour comprendre comment ils fonctionnent. J'appelle concernant mes grands-parents qui ont 82 et 83 ans. Oui, là, sont en très bonne santé tous les deux. Ce qu'on veut savoir en famille, c'est qu'est-ce qui serait le mieux pour eux. Est-ce que c'est mieux de tout mettre en œuvre pour les garder à la maison ou est-ce que c'est mieux qu'ils déménagent en résidence maintenant? Si on attend trop longtemps, un ou l'autre va perdre de l'autonomie. Et là, la résidence va se dire, écoutez, nous, on n'est plus en mesure d'accueillir quelqu'un qui a perdu autant d'autonomie. Ça me ferait peur qu'une résidence vous dise, nous, on est capable de les garder jusqu'à la fin. Ils peuvent pas vous garantir ça. Est-ce que vous me conseillez quand même de les déménager puis de les placer? Bien, la réponse, c'est oui, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que tôt ou tard, c'est sûr qu'ils vont devoir déménager. Ils peuvent décider aujourd'hui, à tête reposée, de choisir une résidence qui va les accompagner vraiment presque à la fin.
Même si mes grands-parents ne voulaient pas déménager, on me disait qu'une fois qu'ils vont avoir perdu l'autonomie, on ne pourra pas les prendre. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est exactement ce que nous, on a vécu avec ma grand-mère. C'est ça qu'on s'est fait dire. Il faut que ça se fasse maintenant. Ça a été long de me convaincre, mais ça a été ça l'argument massu. Puis c'était même pas vrai, finalement. Parce qu'à partir du moment où elle a eu besoin de plus qu'une demi-heure de soins par jour, c'était trop pour la résidence. Il y a des résidences qui sont full autonomes. Dès qu'au moindre bobo, ils sont plus capables, ils donnent des avis de dépassement, puis c'est au revoir. C'est des établissements avec des réputations où il faut que tout le monde ait de l'air en santé, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par « faut que tout le monde ait l'air en santé ». La maladie peut déranger les autres résidents parce qu'ils veulent mettre là des gens hyper autonomes. De là, l'importance de quand même une bonne résidence, là. Donc, ça peut être évolutif. À partir du moment où il y a un premier déménagement dans ce type de résidence-là, moi, je vois ça comme si c'est un bras qu'on met dans un engrenage. Parce que là, il y a un déménagement. Mais c'est pas vrai que ça va être la dernière maison. C'est que les résidences, par la loi, offrent des soins jusqu'à un maximum de 3 heures de soins. 3 heures de soins par jour, par exemple, on va parler entre 5 à 6 000 $ par mois. Donc, si on dépasse le 3 heures de soins, il faut qu'on aille dans un CHSLD. Ça se peut qu'il n'y ait pas de place au CHSLD public parce qu'il y a des listes d'attente. Bien, on va la placer temporairement, par exemple, dans un CHSLD privé conventionné. Donc ça veut dire que ça appartient à une entreprise privée. Quand il y a une place qui va se libérer là, bien, elle va déménager encore. Le fait de placer des gens comme mes grands-parents, c'est ça qui fait que vous avez un salaire? Exactement. C'est les résidences qui nous payent. Donc, nous, on apporte les clients aux résidences. Donc, les résidences nous rémunèrent. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Parce que je me dis, est-ce que la décision est vraiment prise pour les bonnes raisons? Oui, ça reste lucratif, on s'entend, mais je pense qu'il faut payer une monnaie la sécurité dans tout ça, là. Moi, ce que je questionne beaucoup en ce moment, c'est pas les individus à qui je viens de parler. C'est encore une fois le système. Chaque fois que tu rentres dans le système de santé, tu deviens vulnérable. Tu es fragile. La plupart du temps, tu es dans une espèce d'urgence. Est-ce que tu vas en faire autant que ça, des appels, pour trouver le bon conseil que tu vas avoir le goût de suivre? Je le sais pas. Puis pour les familles, c'est difficile aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui va s'entendre sur c'est quoi le meilleur chemin à prendre. C'est quelque chose qui me tient à cœur, de parler de la situation des personnes âgées au Québec. Puis raconter l'histoire de ma grand-mère, parler du lien que j'avais avec elle, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis je trouve ça cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me parler de ce qu'ils vivent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Des fois, c'est des belles histoires. Des fois, c'est des histoires tristes aussi. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mes réseaux sociaux pour lancer une bouteille à la mer. Une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est le bien-être des personnes âgées. Pour un de mes nouveaux projets, j'aimerais rencontrer des familles qui ont trouvé une alternative au déménagement dans une résidence pour aînés. Comment vous vous y prenez? Pourquoi? Écrivez-moi en privé. J'aimerais écouter votre histoire. Bonjour! Hey, je suis contente de te rencontrer. Merci de m'accueillir. Le matin, là, j'ai une petite routine. Ma mère, elle a ses médicaments, là, un pilulier qui sonne. Elle peut pas se tromper. Là. Ça me fait moins de choses à surveiller. Mamie? OK. La maison où on habite en ce moment, c'est une maison qui a été construite pour être intergénérationnelle. Ça nous a pris presque 10 ans à la trouver. J'habite avec mes 2 enfants, mon mari, puis mes 2 parents. Ils sont ensemble, eux autres, dans leur logement. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Dormiste bien? Yo aussi. Ah, yo sí dormí bien. Je savais qu'un jour, mes parents auraient besoin de moi. Puis, plutôt que de les placer, moi, je me dis que c'est normal de les avoir. Aquí te lo dejo para que la próxima vez, mami, cuando esta noche, ¿ok? Oh. Bueno, ciao. Hasta luego. Bonne journée. Comment ça se passe pour toi? Es-tu heureuse dans cette situation-là en ce moment?
Je trouve ça bien parce que, ben, tu sais, mes enfants grandissent avec leurs grands-parents. C'est quelque chose d'exceptionnel, tu sais, de voir ses grands-parents vieillir. Pour moi, c'est pas normal d'amener des personnes âgées à vivre juste entre personnes âgées. Je pense que c'est bien d'avoir plein de générations. Ça les garde plus jeunes, je pense. Ta mère est colombienne. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel dans le fait d'habiter ensemble, tu penses? Bien, je pense que oui. Ma grand-mère, elle habitait chez moi. Pour moi, c'était naturel. Y en a-tu des désagréments des fois? Ma mère, elle a fait une bronchite. Elle a complètement perdu la tête. Du jour au lendemain, ma mère est devenue plus capable de s'organiser toute seule. Moi, je pensais pas que ça pouvait tomber aussi vite. Quand ma mère, elle était malade, elle se sentait pas bien, fait qu'elle prenait du Tylenol. Puis 5 minutes après, elle avait oublié qu'elle en avait pris. Bien là, à un moment donné, mon père il a réalisé, tu sais, il me semble qu'elle en prend beaucoup. Puis là, on a vu les bouteilles qui avaient descendu. Fait que là, j'ai tout ramassé les médicaments de la maison. Puis là, je les ai cachés. C'est parce qu'on ne sait pas, quand t'es jamais passé par là, là. Mais au moment où ça arrive, t'es dépourvu. S'il y en a un des deux qui tombe plus malade, c'est quoi mes options? Parce que là, j'en ai pris beaucoup sur mes épaules. Mais à un moment donné, tu sais, quand ça dure 2-3 semaines, c'est correct, là, mais à un moment donné, la santé aussi, il faut faire attention, tu sais. Si moi, je tombe, j'aide pas personne, là. Quand ma mère était malade, elle l'a vu que je voulais pas y montrer que j'étais fatiguée. Mais elle l'a vu. Puis elle voulait pas être un fardeau. Elle me le disait, là. Pour elle, c'est important de pas être un fardeau pour personne. Je pense que les grands-parents veulent pas ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut avoir de l'aide. Je ne savais même pas que le CLSC pouvait venir ici. Si ma mère elle se ramasse avec un état qui est encore plus difficile, bien, tu sais, si je peux avoir de l'aide, c'est sûr que je vais le prendre, là. Pourquoi les envoyer dans un centre de personnes âgées alors qu'ils n'en ont pas de besoin? Tu sais, je pense que j'ai l'impression que les personnes âgées, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour de leurs proches. Je pense que c'est un beau mode de vie. Puis on peut s'entraider. Chacun fait ce qu'il peut. Sigue tú, ok. Yo estoy casada con un buen marido que me ha dado mucho, 2 hijas y me ha dado mucho amor. ¿Y qué le puedo pedir a la vida? On s'en va chez un couple qui reçoit les services d'une entreprise privée qui fait de l'aide à domicile. Le monsieur est atteint d'Alzheimer et sa femme, elle, est en santé, sauf qu'elle a besoin d'aide. Parce qu'à un moment donné, tu t'épuises toi-même aussi à prendre soin de la personne que t'aimes. Ça va me permettre d'être en contact avec peut-être la façon dont moi j'aurais pu le vivre avec ma grand-mère si on avait pu la garder à la maison. Puis on va rencontrer en même temps Françoise, qui est infirmière. Je pense que ça va être pas mal éclairant. Bonjour. Je vais revenir samedi. Parfait. Ça marche? Là, il faut que vous vous souvenez de moi samedi. Ma femme va m'aider. OK, c'est bon. Ça, c'est notre recette que je vous Françoise, explique-moi qu'est-ce que tu fais exactement. Je fais pour le couple et la famille élargie une présence sécurisante. Ça l'englobe le côté émotionnel, ça l'englobe le côté physique, le côté psychologique. C'est très large. Un petit peu d'huile d'olive et la courge. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, surtout. J'ai travaillé en CHSLD pendant 20 ans, mais c'est jamais le même visage. Quand tu dis que tu te fais laver, là, c'est quand même ton intimité. Tu sais, comme monsieur, là, il prend son bain à chaque soir. Mais je suis pas sûre, moi, qu'il collaborerait aussi bien si à tous les 2-3 soirs qu'il changeait de personne. On a le luxe du temps, juste de lui faire savourer l'activité du bain. Je vais laver votre dos. Hey! Ah, ça vous tente-tu? Ah oui. Wow, oui. Ça va là-dedans. Ça fait tellement du bien de faire laver le dos. Hein? Ça vaut la peine. Vous pouvez accoter votre dos, vous allez voir, c'est chaud. Tiens.
C'est tellement le fun de les voir. Moi, je les vois s'épanouir, là, les deux. Je fais de la lecture pendant qu'il prend son petit verre de bière sans alcool, avec ses pinottes qu'il aime beaucoup. On fait ça au moins pendant 1 heure, nous autres, là. On se part tout ça, monsieur Émile? Mais peut-être pas pour 1 heure, là. Non, Je trouve qu'ils prennent tellement bien soin de lui, hein. Ça m'apporte une paix d'esprit, là, tu sais, parce que je sais que je peux compter sur elles, là, ces femmes-là. Bonne nuit, monsieur Miel. Mais bonne nuit. Françoise, j'avais l'impression qu'elle était devenue un membre de la famille des gens chez qui on était, tellement c'est quelqu'un qui aime prendre soin. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Oui, ça va fait un beau dodo. Je pense que oui. Oui, bon. Et voilà. Tiens. Regardez ça, si c'est beau. Puis quand je la regardais aller, là, ce que je me disais, c'est pas une job qu'elle est en train de faire. C'est une vocation. On a le goût de s'occuper du monde comme du monde. C'est tellement gratifiant pour nous aussi. Tu sais, quand tu pars de ton chiffre, puis que tu sais qui est là après, puis que tu sais comment ils vont être aussi dorlotés, ça, c'est sûr que c'est dans le privé. C'est à peu près 150 000 par année pour recevoir exactement les services que ce couple-là reçoit en soins privés à domicile. Quand on prend le prix d'une place en CHSLD, c'est 100 000 par année que ça coûte à l'État. Moi, c'est sûr que quand je regarde ce que j'ai vu dans cette maison-là, je me dis, pourquoi tout le monde ne pourrait pas avoir accès à ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer dans notre système public? Ah, ben mon frère, il est bien pris, hein. Ah, c'est bien beau, ça. C'est bien beau. Oh, mon Dieu, on l'entend pétiller, quoi. Je demeure à Saint-Gérard-de-Laurentides, un des beaux villages de la province. Ça fait 20 ans que je demeure ça, là. Mais je suis bien accompagné, j'ai un bon entourage, là. J'ai eu 4 filles que j'adore. Je commence à chercher mes mots un peu. Je commence à chercher les noms. C'est quelque chose que je leur dis, si vous n'êtes pas pressé, je vais vous le dire. Plus tard. Je passe mon temps dans mes fleurs. Faut que je fasse le gazon. Je suis occupé, je suis du libre. Par exemple, je travaille à l'usine. C'est un privilège d'être rendu à 88 ans et être autonome. Je monte l'auto. Mon patient en arrière, je fais tout ça, là, pas de problème avec ça. En même temps, ça me tient en forme. Tu sais, ça prend l'air aussi, là. Je sais, ma maison, moi, c'est ça. Mais moi, je dirais, c'est là-bas. Je m'en vais mourir, Il y a tellement de belles choses. Moi, je m'ennuie pas. Regardez, mes plantes sont en fleurs. C'est parce qu'il y a de la vie. Sauf ça, la vie, là, il y en a partout. Il s'agit d'aller la trouver. C'est aussi simple que ça, là. Moi, le cimetière est à côté de chez nous. Là. Ça veut dire bien que je décède, puis je vais être à face de chez nous. La chaleur du poêle, ça me manquerait, ça. J'avais aussi le goût de voir une réalité qui correspond plus à ce que vit la majorité des gens au Québec, parce que c'est pas vrai, malheureusement, que c'est tout le monde qui a accès à une maison bigénérationnelle. Puis c'est pas vrai non plus que c'est tout le monde qui peut se payer des soins à domicile ou privé. La mère à Chantal, elle a besoin de surveillance constante maintenant. Et ça fait 6 ans là, qu'elle habite avec Chantal et Daniel. Bonjour! Allô, Chantal? Salut, Comment ça va? bien? Si, bébé, allô? J'aime tellement les chiens. Salut, ça va? Je te présente mon conjoint, Oui. Daniel. Merci, Daniel, d'accepter de nous recevoir. Bonjour, Marie. Bonjour. Ça a l'air bon, une petite toast au fromage. C'est bon. Marie, là, dès que t'entres puis que tu la vois, elle est de bonne humeur, elle est heureuse quand elle voit des gens. Pour moi, ça, c'est précieux. Ça fait 16 ans que vous êtes ensemble, mais il y a une 3e personne qui entre là-dedans, puis c'est une 3e personne qui a besoin de soins. Oui.
Mais j'ai un bon conjoint. Merci. Non, si j'étais toute seule, je pourrais pas y arriver, sérieusement. Il faut être deux. Chantal travaille le soir, alors quand elle part, moi j'arrive, puis je prends le relais, je prends le chiffre de soir, comme on dit. Mais c'est certain que des fois, c'est difficile. C'est pas si évident que ça d'avoir de l'aide. Je suis sur une liste d'attente avec le CLSC depuis 4 ans. 4 ans d'attente? Pour avoir un travailleur social. Attends. Là, t'as pas de travailleur social, donc. Bien, rendu aux étapes où on est rendu, le travailleur social, ce qui est dommage dans ces situations-là, c'est que c'est au début, surtout qu'on en a besoin, parce qu'au début, on n'a pas de ressources, on sait pas trop où aller. Mais là, je les ai toutes passées, les étapes. De prendre ta mère ici, ça a fait en sorte que tu as changé de vie complètement. Bien, de changer complètement de domaine, de changer complètement d'emploi. Tu sais, je pensais que ce serait plus facile que ça quand je suis partie de l'aviation, de se replacer, premièrement. Puis en plus, là, d'être obligée de trouver quelque chose vraiment de soir, c'était pas évident. On se ramasse souvent dans des emplois plus précaires. On pense à elle, on pense pas à nous. Ça résume assez bien, là. Penser à nous, oui, jusqu'à une certaine limite, là, mais on pense à ce qu'elle mérite aussi. Alors, on a aménagé le haut pour que Marie se sente chez elle. Puis on lui a fait un petit appartement à elle, peinturé aux couleurs qu'elle avait son appartement. On a gardé ses meubles, ses cadres sur les murs. Puis nous, bien, on est déménagé dans notre sous-sol. Ma mère a tout fait pour nous autres, a toujours été présente pour nous autres. Puis, je me fais un devoir d'être là jusqu'à la fin. En tout cas, je me croise les doigts, j'espère que ça va être possible. Comment ça se passe dans le quotidien? Moi, le matin, je fais mes choses. Quand ma mère dort, je la lève vers midi. Fait que je la prépare pour la journée. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô, la belle? C'est de lever une personne, là, ça prend de la force, ça prend de l'aide mécanique. C'est un lève-personne. Dernièrement, on a réussi à avoir un lit d'hôpital. Fait qu'avec le lit, ça va bien parce que je la mets à ma hauteur pour l'installer. Puis une fois qu'elle est accrochée après le soulève-personne, bien là, tu peux baisser le lit. Fait que j'ai pas besoin de trop la monter pour pas y faire peur. Ça va-tu bien? Ça va bien? C'est correct, oui? Puis on dirait qu'avec le temps, elle s'habitue. Fait que, tu sais, elle sait les mouvements qu'on va faire, tout ça. Ça a bien été, hein? Hein? Oui, je pense. Quand j'ai vu le soulève-personne, que j'ai vu comment ça fonctionnait, ça m'a vraiment donné un choc. Puis là, j'ai remis en question beaucoup de choses que j'avais pensées par rapport à ma grand-mère. Je me suis dit, j'aurais-tu vraiment été capable de faire ça? Parce que je ne sais pas si j'aurais été capable de voir ma grand-mère à ce point-là dans ce qui allait devenir sa non-autonomie. Hein? On ouvre la bouche. Le plus important, c'est vraiment d'avoir les bons outils à la maison pour pouvoir garder les personnes à domicile. Si on n'avait pas mis en place tout l'appareillage qu'on a, ça serait pas possible de la garder. C'est pas en criant ciseaux que tu vas avoir ces équipements-là. Ça coûte très cher, puis on était chanceux, grâce à notre ergothérapeute. C'est des prêts qu'on a eus du CLSC. Ce que j'ai vu ici, ça me montre que c'est pas facile, mais que c'est possible. Je suis persuadée qu'il y aurait moyen de changer le système pour pouvoir faciliter la tâche aux aidants naturels qui décident de garder leurs personnes avec eux. J'ai l'impression qu'on est toujours en train d'être en réaction à la perte d'autonomie. Au lieu d'être en réaction, est-ce qu'on pourrait travailler en amont? Est-ce qu'on pourrait essayer de retarder ce moment-là de la perte d'autonomie? À l'Université de Sherbrooke, il y a un laboratoire qui travaille sur l'autonomie des aînés. Il y a des chercheurs qui développent un paquet de technologies pour permettre aux personnes âgées de rester dans leur maison plus longtemps, en sécurité. Bonjour Hélène. Je te laisse rentrer dans l'appartement. Donc là, c'est un appartement, tout ce qui est plus traditionnel pour une personne âgée, un 3,5. L'idée vraiment, c'est d'aider les personnes avec Alzheimer de rester chez elles. Alors donc, on a des capteurs. Un capteur sert à nous donner l'information qui s'est passée dans l'environnement. Il y a des capteurs de détecteurs de mouvement, il y a des capteurs de température, il y a des capteurs de proximité. L'objectif ici, là, c'est de les dissimuler dans la maison pour que les personnes se sentent à l'aise et confortables chez elles.
Avec tous ces capteurs, on a toute une analyse automatique et grâce à ces analyses-là, les cliniciens ils peuvent objectiver les impressions que la famille leur donne et proposer le bon service au bon moment. C'est les données d'une personne âgée. Le réfrigérateur, il a été ouvert tous les jours, 32 jours sur 32 jours. Et là, catastrophe, on voit que jamais elle n'utilise sa cuisinière. Donc un cas très très pratique qu'on a eu, c'est une personne qui avait des troubles cognitifs. Le fils disait « Maman, elle mange pas, il se passe rien ». La fille disait « Si, je suis sûre que maman, elle mange ». On a mis les capteurs et on s'est aperçu qu'elle continuait à se mettre à sa table pour manger et qu'en fait, elle utilisait le frigidaire et qu'elle utilisait le micro-ondes. Résultat, la personne, elle est restée 1 an et demi de plus chez elle. Les personnes âgées, souvent, elles vont quand même vouloir continuer à faire la cuisine, mais l'entourage commence à avoir très peur qu'elles mettent le feu à la bâtisse. Le système de sécurité, on peut mettre des règles différentes. Par exemple, on peut permettre que la personne, elle ouvre le four, mais qu'elle ne se serve plus des ronds ou plus des ronds à haute température parce que c'est trop dangereux. Ce que tu me montres ici dans le laboratoire, là, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut avoir ça chez soi? Oui. En fait, depuis le début, on a cherché des solutions à installer chez les gens. En termes de matériel, on est autour de 2 000 $ et après, il faut qu'on évalue en fait, toute la main-d'œuvre pour installer, mais aussi main-d'œuvre pour continuer à faire la maintenance. Ça semble quand même vraiment beaucoup plus abordable que bien d'autres solutions qui nous sont offertes plus facilement maintenant, là. Exactement. Donc, si tu regardes les places en CHSLD, c'est des solutions qui sont très chères. Je pense que la société, il faut vraiment qu'on investisse dans un soutien à domicile technologique puis humain. Pour moi, c'est très clair que les solutions du passé ne fonctionnent pas. Puis il y a des gens en ce moment qui travaillent à en développer des solutions. Puis ça, moi, ça me donne énormément d'espoir. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se brasser la cage collectivement, puis se dire que comme société, on a le goût d'investir dans des technologies qui vont aider tellement de monde, ça va tout changer. Ici, c'est le classement des albums de mes enfants. Oui, c'est un de mes chantiers. Le seul chantier qui a terminé, c'est celui-là. Mes 108 cuillères de collection, de tous les pays et de tous les endroits où je suis allée. J'ai eu du bonheur dans cette maison dans laquelle je demeure depuis 52 ans et que je voudrais avoir pour la fin de ma vie. Et comme je dis souvent à mes petites filles américaines, lorsqu'on me demande « How are you, Nana? » Et moi de répondre « Nana is in top shape. » Je ne suis pas une aînée, je ne suis pas vieille, je me considère comme une personne ancienne. Parce que, vous savez, les choses anciennes, ça prend de la valeur avec l'âge. Et j'espère que lorsque mon dernier bout de chemin sera fait, il y aura des programmes instaurés pour nous autres. Pour nous qui voulons être dans notre maison, ce n'est pas rien qu'une bâtisse. C'est un lieu de recueillement, un lieu d'amour, un lieu de persévérance. À travers toutes les actions que je fais, j'ai toujours les visages de mes enfants et de mes petits-enfants vers moi et de mon mari. Alors, je suis comblée du matin jusqu'au soir. La plus belle, c'est celle-ci. Mon compagnon de vie a été 46 ans, mon amour. Quelques minutes avant son grand départ, à l'oreille, je lui ai chuchoté les chansons qu'on a chantées ensemble toute notre vie. Je voudrais un joli bateau pour naviguer avec toi sur l'eau. Qu'importe alors où nous irions, j'aurais tes yeux comme horizon. Si je veux rester dans ma maison, c'est par goût de la liberté. La liberté de regarder le soleil dans ma maison, de pouvoir chanter à tue-tête, de recevoir mes petits-enfants, de donner de bons repas. Et c'est ça que je voudrais jusqu'à la fin.
et elles repartent, vont faire un tour. Ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Ma ruelle, où j'ai tellement fait de bicycle à pédales, où ma mère m'a tellement cherché parce que je rentrais trop tard. Chaque fois que je venais virer mon char de bord pour aller me stationner chez nous, ma grand-mère, elle se plaçait dans la fenêtre, là, puis elle m'envoyait la main. Puis souvent, j'allais faire un tour, puis on mangeait ensemble. Moi, j'aurais voulu aller habiter avec ma grand-mère. Je ne l'ai pas faite. Parce que je pensais que ça se pouvait pas. Mais là, ce que j'ai compris en rencontrant des spécialistes, et surtout des familles, c'est que oui, ça se peut. Mais notre système, il n'est pas fait, malheureusement, pour garder les personnes âgées à domicile. Tout est fait pour les déraciner puis les envoyer loin de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils connaissent. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mener ce combat-là pour essayer de faire réaliser que l'aide à domicile, elle existe, puis qu'on peut se donner les moyens d'y avoir accès. La suite n'est pas pour moi. La suite est pour nous. Il faut qu'on se réveille comme société, comme famille, comme individu, puis qu'on priorise le bien-être de nos personnes âgées. Parce que là, c'est nos grands-parents, c'est nos parents. Puis bientôt, parce que ça vient vite, ça va être nous, ces personnes âgées-là. Puis c'est important qu'on y pense à ça. On n'arrête pas de parler de mourir dans la dignité. Fine. Mais quand est-ce qu'on va parler de vieillir dans la dignité? Vieillir dans la dignité. Qui sera le temps dans le rose à l'horizon? Qui sera l'orage dans la prose du vent? Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition? Et quand j'aurai 3 fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon? Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or? Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se berce toute seule dans les couloirs.